Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec François-Mickey Marty. Bonjour, président des Temps Nouveaux, Benahouda Abdeldaïm qui nous accompagne bien sûr tous les matins. Mathieu Pechberti va nous rejoindre sur les questions d'énergie. On a 3 sujets à débriefer ensemble ce matin. D'abord la Chine et la Russie. Benahouda, on est à la 2e visite du président russe en Chine en moins de 7 mois. Les liens commerciaux sont de plus en plus forts. De plus en plus fort, mais on va peut-être en parler. Il y a une inflexion au mois d'avril et mars qui signale peut-être une manière pour Pékin de montrer que cette relation n'est pas absolue et ce partenariat n'est pas forcément sans limite, comme le dit le discours officiel. François. Pas sans limite, mais enfin, c'est quand même une cristallisation impressionnante. Avec un quart de progression, c'est d'une certaine manière, je pense pour l'Occident, une grande part de défaite en termes de commerce international après la guerre en Ukraine. On parlera également de la Nouvelle-Calédonie, l'état d'urgence qui est en vigueur après plusieurs nuits d'émeutes. Benahouda, vous nous raconterez évidemment, nous donnerez le point de vue de l'Océanie et ainsi que la Chine, parce que la Chine a un avis évidemment sur la Nouvelle-Calédonie. Un avis très important en estimant que c'est aussi dans sa zone d'influence Pacifique Sud et une attaque en règle de ce que la France fait en Nouvelle-Calédonie. François, est-ce que la Nouvelle-Calédonie est un sujet qui intéresse les Français de manière générale ? En métropole, je veux dire. Qui intéresse, oui, mais alors toutes les études d'opinion qui ont été faites concernant l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, la majorité des métropolitains, 60%, souhaitent en réalité l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ça ajoute un grain de sel au problème général. On va en discuter dans un instant. On parlera également beaucoup d'énergie parce que Mathieu Pechberti, on a eu pas mal d'informations ce matin. Alors il y a bien sûr Flamanville, ça avance, c'est la fin du dossier. Il y a aussi dans l'éolien flottant, il y a le site qui va être un peu au-dessus de Belle-Île qui a trouvé son preneur, celui qui va construire le site, son lauréat. Voilà, même si le dossier était compliqué, on va en parler. C'est que des bonnes nouvelles sur le front de l'énergie. Écoutez, oui, pour le moment, la séquence organisée comme ça, il y a eu aussi la visite que Emmanuel Macron a annulée, mais il devait aller sur le champ éolien offshore de Fécamp. Et puis pour Flamanville, effectivement, c'est la fin de cette aventure qui était quand même un fiasco, hein, il faut le dire. C'était un prototype, donc on va les excuser. Mais l'important, c'est la suite et le chantier des 6 EPR à venir d'ici 2040. Dont certains qui deviennent très très chers. Allez, on en discute à tout de suite. Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief ce matin avec François-Mickey Marty, avec Benahouda Abdeldaïm et avec Mathieu Pechberti. On va commencer avec cette visite de Vladimir Poutine en Chine pour 2 jours. C'est son premier voyage à l'étranger depuis son investiture. Au programme des décisions avec Xi Jinping, il y aura notamment la guerre en Ukraine. Le conflit a nettement renforcé les relations entre les 2 pays qui sont devenus, Nathan Gocampo, de solides partenaires commerciaux. Oui, alors les échanges commerciaux entre Pékin et Moscou ont explosé depuis l'invasion de l'Ukraine, en hausse de 26% l'année dernière à 240 milliards de dollars. C'est un record. Dans le sens Russie-Chine, l'énergie domine. La Chine est clairement le meilleur débouché pour les hydrocarbures russes depuis les sanctions occidentales. Les volumes d'énergie russe achetés par la Chine ont augmenté de plus de 50%. La moitié des exportations de pétrole russe vont désormais en Chine selon Moscou et les volumes de gaz ont aussi explosé. Les livraisons via le gazoduc Power of Siberia ont été multipliées par 1,5 en 2023. Selon Bloomberg, Moscou vend son gaz jusqu'à 28% moins cher aux Chinois qu'aux Européens et aux Turcs. Dans l'autre sens, les industriels chinois trouvent leur compte sur un marché délaissé par les Occidentaux. C'est particulièrement le cas des constructeurs automobiles. Les ventes de voitures chinoises en Russie ont été 5 à 7 fois plus élevées en 2023 qu'en 2022. Les Chinois vendent aussi des équipements industriels et électroniques qui permettent aux Russes de fabriquer des armes selon Washington. Une menace sur les échanges commerciaux des 2 pays, c'est quand même les sanctions américaines. La surveillance accrue de Washington et les sanctions prises sur l'aide à la Russie ont eu un effet immédiat en Chine. Selon l'AFP, plusieurs banques chinoises ont interrompu ou réduit leurs transactions avec leurs clients russes, alors que le Trésor américain a la possibilité de les exclure du système financier mondial. Fin mars, les banques chinoises ont commencé à bloquer les paiements des entreprises russes achetant des composants pour l'assemblage électronique. Les exportations vers la Russie ont ainsi chuté de 16% en mars à 14% en avril sur un an. Benahouda Abdeldaïm, est-ce qu'on peut dire de manière caricaturale qu'à chaque fois qu'il y a un Européen ou un Américain qui n'est plus en Russie, il est remplacé par un Chinois ? Exactement, vous pouvez le dire, ça n'a rien de caricatural, parce qu'ils sont dans une conception d'un nouvel axe alternatif à l'ordre dominant occidental. Ils le perçoivent comme ça, c'est exactement présenté de la sorte par les conseillers de Vladimir Poutine en amont de cette visite, qui est présentée par l'un de ses conseillers à Vladimir Poutine comme grandiose. Et on doit attendre le thé en face à face qui va
avoir lieu dans les prochaines heures pour pouvoir avoir des conclusions précises. L'intention première, comme on vient de le voir, c'est d'établir un système de paiement alternatif au système SWIFT, au système de paiements financiers internationaux, encore une fois dominés par le bloc occidental. C'est ce que espèrent les Russes. Les Chinois n'en parlent pas. C'est marquant ce matin dans la presse économique chinoise, privée et publique, strictement personne n'en parle, de cette idée d'un système parallèle. L'idée est plutôt d'agir sur l'achat de titres d'État américains et faire comprendre aux Américains qu'à force de tirer sur la corde et les sanctions et les tarifs douaniers prohibitifs, on pourrait se retourner vers des alliés bien plus alignés sur les intérêts chinois que sont les Russes, tout en prenant en compte, encore une fois, et on se répète, que l'écart de produit intérieur brut entre les deux nations est tellement important que c'est bien entendu, on est dans un rapport de 1 à 9, que c'est bien entendu aux conditions chinoises que cette alliance économique et financière s'opérerait. François-Mickey Marty. Oui, alors je crois que cette idée d'axe économique et financier est fondamentale et on voit, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, d'une certaine manière, l'impuissance, la faiblesse de l'Occident face à cela. En effet, avec une Chine qui maîtrise la situation, on est à 21 milliards, je crois, de chiffre d'affaires, de dollars, de chiffre d'affaires pour la Chine, on est à 2 milliards de dollars pour la Russie, donc on a un différentiel de chiffre d'affaires qui est conséquent. Ça veut dire en effet que et la Russie et la Chine, pour dire les choses extrêmement trivialement, vivent très bien sur l'Occident, peuvent vivre tout au moins très bien sur l'Occident. Ça veut dire en effet qu'il y a une alliance objective. Ça veut dire donc que la réalité du conflit en Ukraine, au fond, est surdominée par la bipolarisation entre la Chine et les États-Unis. Et ça veut dire que, si on met les choses un petit peu en perspective, il y a une dynamique qui s'affirme du côté chinois qui est quand même sidérante. Le chiffre d'affaires de la Chine, c'était 1 milliard de dollars en 2000, aujourd'hui on a 21 milliards de dollars. L'économie mondiale est en train de se reconfigurer à vitesse grand V. Et si je vais encore un peu plus loin, alors pardon, je suis un peu pessimiste ce matin, mais je serai beaucoup plus optimiste demain. Après avoir essayé en 2001 l'ouverture de l'OMC à la Chine, rappelons-nous Bill Clinton, c'était une vision totalement différente, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on est sur une vision, tout au moins sur le plan militaire, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus offensif. Manifestement, la position de l'Occident a du mal à s'affirmer aussi. Donc on tâtonne depuis plus de 20 ans, et les arguments que l'on utilise, dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse de Bill Clinton ou qu'il s'agisse des stratégies actuelles, eh bien patinent. Voilà. Et on a donc un Occident, pour dire les choses de manière un peu triviale, qui a beaucoup de mal et de plus en plus de mal à s'affirmer. Une petite précision, c'est 21 000 milliards. 21 000 milliards, oui, pardon, 21 000 milliards. Oui. Un mot juste sur les questions énergétiques, Mathieu. Power of Siberia, ce gazoduc. Là, on ne peut pas dire que c'est le gaz qui allait en Europe qui part de l'autre côté en Chine. C'est pas les mêmes gaz, c'est pas le même endroit, ça va, c'est pas un vase communicant. Non, et puis sur les aspects énergétiques, il faut bien aussi noter le rôle important de l'Inde, on en a souvent parlé ici, et du fait de la triangulation, entre guillemets, pardon du terme, mais entre la Russie, la Chine et l'Inde. Ce jeu, évidemment, politique et géopolitique entre la Chine et les États-Unis ne se résume pas qu'à un duel quand même. Il faut aussi parler de l'importance de l'Europe en termes d'acheteurs. C'est un marché de consommation. On ne produit rien, mais on consomme énormément, notamment du gaz américain. On ne consomme plus de gaz russe ou quasiment plus. Et puis le rôle, évidemment, du Moyen-Orient, crucial, où là, il y a des effets multilatéraux très importants, à la fois entre la Chine, qui s'implante de plus en plus là-bas, la Russie, évidemment, avec des liens particuliers avec certains pays comme l'Iran, et puis le rôle du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est juste pour tempérer un petit peu ce... Au demeurant, force de Sibérie 2, pour parler français, oui. est vu comme absolument indispensable pour Gazprom. Gazprom, le monopole gazier russe l'année dernière, a subi une perte nette de pratiquement 6,5 milliards d'euros. Ah oui. Donc il lui faut absolument trouver ce débouché vers la Chine. Le tracé était censé être bouclé fin 2023. Les Chinois font traîner les affaires, parce que ce tracé est censé passer par la Mongolie qui se tourne vers la stratégie indo-pacifique des États-Unis en se disant qu'il y aurait mieux pour sa souveraineté
que d'être enserré entre la Russie et la Chine. Et on ne voit toujours pas déboucher ce Force de Sibérie 2 qui est jugé indispensable par Gazprom. Donc là aussi, les Chinois sont en position de force dans ce duopole qui est censé se manifester aujourd'hui et demain à Pékin. Il faut absolument trouver une alternative à un tracé vers l'Europe. Notre autre sujet de débrief, c'est évidemment la Nouvelle-Calédonie. L'état d'urgence est entré en vigueur après plusieurs nuits d'émeutes. L'armée a été déployée pour sécuriser l'aéroport de Nouméa. Le dernier bilan fait état de 4 morts, dont un gendarme de 22 ans. TikTok a été coupé notamment. On était tout à l'heure avec la présidente du MEDEF Île-de-France. Je vous invite à aller la réécouter en replay ou en podcast. Elle nous disait à quel point elle était inquiète pour sa sécurité. Mais je voudrais aussi qu'on parle de la question du nickel en Nouvelle-Calédonie. On était hier avec Philippe Chalmin qui vient de sortir le 38e rapport Cyclope. Il nous expliquait que le nickel pour la Nouvelle-Calédonie, c'est une malédiction. On l'écoute. Le nickel, c'est la malédiction pour la Nouvelle-Calédonie. Parce que ça rend fou de penser à son potentiel de croissance pour un territoire comme celui-ci. Simplement parce que le nickel est devenu un objet politique chez les indépendantistes, chez les loyalistes, etc. Et donc, même quand vous regardez la géographie des 3 usines de nickel, il y en a une chez les indépendantistes, une gouvernementale et une plutôt loyaliste. Malheureusement, la doctrine nickel qui disait « nous n'allons plus exporter notre minerai, nous allons le transformer, etc. » c'est un échec. Il faudrait enfin arriver à imaginer que la Nouvelle-Calédonie pense son développement sans le nickel. Et ça, ce sera extraordinairement difficile. Mais penser le développement de la Nouvelle-Calédonie sans le nickel, Mathieu, aucune chance ? Écoutez, je vois pas bien le chemin. Le tourisme se développe un petit peu là-bas, mais c'est quand même extrêmement difficile. Et il y a effectivement une scission de l'île en 2 parties entre effectivement les Kanaks, certaines collectivités, d'autres plus proches de la métropole. Ça fait 10, 20, 30 ans que le gouvernement français éponge, on va dire, les dettes de la filière nickel. Manuel Valls, je me souviens, il y a 10 ans, avait décroché des prêts de centaines de millions d'euros pour la société Eramet, la filiale calédonienne. Il dit c'est pas rentable, de toute façon ça sert à rien. En tout cas, ça n'a pas été rentabilisé. C'est toujours, vous pouvez toujours le rentabiliser. Manifestement, certaines usines, notamment celle de la SLN, ont des gros besoins d'investissement. Même le géant brésilien Vale, spécialisé, le géant minier Vale s'est cassé les dents aux Nouvelle-Calédonie, avait revendu son usine il y a quelques années. Donc, effectivement, la rentabilité, en tout cas. Aujourd'hui, telle qu'elle est, ne se trouve pas. Benahouda, vous allez nous dire dans un instant ce que pensent l'Océanie et la Chine, notamment de la situation en Nouvelle-Calédonie. Mais avant, François Mickey-Marty, qu'en disent les métropolitains ? Il y a un sentiment général de lassitude vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Alors les derniers sondages datent, pour être honnête, de 2020, 2021, etc. Donc on n'a pas de données très fraîches, malheureusement. Mais enfin, il y avait une tendance assez établie selon laquelle la majorité des métropolitains, 60% des métropolitains, souhaitent l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ça n'est pas toute l'équation, mais enfin, c'est un gros sujet dans l'équation. Je crois, pour résumer peut-être à l'extrême, qu'il y a des difficultés structurelles majeures dans la relation avec la Nouvelle-Calédonie. On le voit notamment avec la décision du Conseil constitutionnel sur la nécessaire extension des droits de vote. C'est pas une question de Nouvelle-Calédonie, c'est la métropole avec la métropole qui définit une restriction, un gel de liste électorale, puis sur la base de décision du Conseil constitutionnel, la nécessité de l'élargir. Jacques Chirac avait contesté ça, mais enfin bon, il y a des difficultés structurelles et là-dessus, on va dire depuis quelques mois, pour ne pas dire depuis quelques années, on a ajouté une série de maladresses conjoncturelles. Donc quand vous ajoutez des maladresses conjoncturelles sur des difficultés structurelles, ça devient un peu explosif. Et pour corriger la barre, ça me paraît extrêmement difficile. Donc soit ça prend beaucoup de temps, soit il n'est malheureusement pas très simple de redresser la barre. Benahouda, comment la situation en Nouvelle-Calédonie est regardée dans la zone océanienne ? Il y a une perturbation et on est même, lorsqu'on voit les réactions, au-delà de l'idée que c'est une succession de maladresses, c'est même une incompréhension fondamentale, culturelle, politique. Et même, c'est le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, qui est leur organisation de coopération régionale, qui a eu une sortie extrêmement rare pour expliquer que même s'il est malheureux que la violence se soit déchaînée, qu'il s'y attendait à cette situation-là. C'est un ancien Premier ministre des îles Cook. Parce que selon lui, le peuple kanak n'est pas respecté dans ses coutumes ancestrales, notamment une
lorsqu'il y a eu le référendum sur l'indépendance en 2021. Il faut savoir que le peuple kanak a pour coutume d'avoir un deuil d'une année entière. Et donc que la campagne pour l'indépendance n'a pas pu se produire en raison de ce deuil et que ça n'a pas été pris en compte par Paris. Et c'est ce que projette l'idée, c'est que Paris est devenu un intrus total à la culture du Pacifique Sud. Et au-delà de ça, nous avons eu cette nuit là une ancienne consul générale australienne à Nouméa, qui nous disait que le chef du gouvernement australien a pris la parole solennellement devant le Parlement pour encourager toutes les parties à œuvrer ensemble pour façonner l'avenir institutionnel, mettant en cela sur le même plan, en clair, les émeutiers et l'État français, ce qui montre encore une fois une sorte de difficulté à appréhender la situation avec intérêt, enfin avec une compréhension réelle de ce qui est en train de se passer. Mathieu Pechberti, Emmanuel Macron devait ouvrir une séquence énergie avec de l'éolien offshore, avec Flamanville. Tout a été annulé en raison de la situation en Nouvelle-Calédonie, mais ça continue évidemment à Flamanville. On continue de charger les réacteurs. La mise en service, c'est très bientôt. Oui, enfin, n'est-ce pas ? Ça devait être pour 2012 ou en 2024, donc il était temps. Bon, c'est une séquence évidemment politique pour Emmanuel Macron. D'abord, d'aller à Fécamp, où il y a un des 3 premiers champs éoliens en mer qui sont sortis après 10 années de construction. C'est très long. Et puis effectivement, le PR de Flamanville. Alors EDF termine de charger l'uranium dans la cuve, donc on n'a pas encore tourné la clé pour le faire démarrer. Ça sera cet été. Il y aura plusieurs mois de montée en puissance, et puis il sera pas totalement à pleine puissance, mais on va dire à bonne puissance pour l'année 2025, dont en tout cas pour cet hiver, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il faut bien comprendre, c'était un EPR prototype pour... Oui, alors c'est un EPR prototype, mais en même temps il y en avait eu un autre un petit peu avant qui était en Finlande, mais qui n'avait pas été construit par EDF, donc bon, c'est un petit peu le symbole de tout ce qui s'est mal passé dans la filière française, donc on ne va pas y revenir aujourd'hui. Il y a encore une sorte d'autres prototypes, il y en a 3 en fait, c'est un peu le problème de cette filière, puisqu'il y a un chantier avec 2 EPR construits en Grande-Bretagne, et là, c'est l'explosion de la facture dérape aussi, et en fait on se rend compte que là où on pensait qu'un EPR en gros c'était 10 milliards d'euros, tout le monde savait très bien que ce serait jamais 5, mais plutôt 10, en fait on est plutôt sur 20 milliards d'euros l'EPR, en Grande-Bretagne on a 40 milliards de livres, donc pardon d'arrondir un peu, mais voilà. Donc la question c'est combien ça va coûter en France, parce qu'on va dire on va excuser le prototype Flamanville. Et suite au discours d'Emmanuel Macron à Belfort en 2022, il va y avoir 6 EPR construits en France, 2 par 2, les 2 premiers à Penly en Normandie, puis ensuite 2 à Gravelines dans le Nord, et puis 2 à Bugey près de Lyon. Le problème, c'est que les factures, on ne sait pas exactement. C'est impossible de prévoir 20 ans à l'avance combien ça va vous coûter. Donc il y a eu une première estimation qui a été faite avant le Covid, qui était de 50 milliards d'euros. On est déjà à 70 aujourd'hui. Bon, mais ça c'est normal, si vous voulez. Là, on est sur des plans. Luc Rémont, lui, pour le moment, dit moi, je ne dis rien, je finis mes calculs, parce que je ne vais pas dire que ça va coûter 70 pour me rendre compte dans 5 ans que ça coûtera 80 ou 90. Le problème de ces outils-là, ces outils gigantesques, pharaoniques, oui, c'est comme des pyramides. On ne sait jamais combien ça va coûter à la fin, et on ne sait jamais comment ça va se terminer. François Mickey-Marty, un mot sur... Les pyramides ont une durée de vie extrêmement longue. Oui, mais là aussi. On les ferme à un moment quand même. Alors, en termes de société et d'opinion, il y a une forme d'acceptabilité progressive en faveur d'un mix énergétique. Les choses se dépassionnent, pour dire les choses relativement simplement. C'est-à-dire qu'on a une majorité qui progresse en faveur d'un mix énergétique. Les tenants du tout nucléaire ne sont plus qu'une dizaine de %. Et alors, il y a en revanche, bien entendu, ceux qui souhaitent à terme la disparition du nucléaire au profit des énergies uniquement renouvelables, éolien et solaire. Ça fait un peu plus de 30% des gens. Mais on est sorti des tensions pour une partie des gens. Oui, bien entre sûr, les pros et les anti. Voilà, c'est ça. Il y a des périodes beaucoup plus tendues que ça n'est le cas aujourd'hui. Et au fond, l'idée selon laquelle le nucléaire quand même est nécessaire pour l'avenir, alors c'est vrai que c'est très dépendant des épisodes que l'on vit. Quand il y a eu la catastrophe de Fukushima, 40% seulement des Français disaient le nucléaire est nécessaire. Aujourd'hui, sur le nucléaire en lui-même, 60% disent on en a besoin. Donc voilà, il y a non pas une stabilisation, mais tout au moins des crispations qui s'atténuent sur le nucléaire et sur le mix énergétique. Un dernier mot, il nous reste 1 minute 30, Mathieu, sur l'éolien offshore. C'est là où on peut faire le plus de progrès. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, il n'y a plus
de débat effectivement sur le nucléaire, mais c'est quand même une filière compliquée. L'éolien offshore, on a quand même une surface maritime immense en France, ne serait-ce qu'en métropole. On a énormément tardé à les développer. Les premiers appels d'offres qui ont été lancés en 2011, Saint-Nazaire a été développé en 2022, pardon. Et là, on se rend bien compte qu'il y a un sujet de délai. Ce ne sont pas que des délais administratifs, c'est aussi long à construire. Mais effectivement, l'éolien offshore. Sujet de financement aussi. Alors en plus, ajouter à ça, vous avez raison, des sujets de financement, mais l'éolien offshore, c'est l'énergie renouvelable, en tout cas pour la France, la plus efficace. Le solaire, c'est quand même pas fabuleux vu la latitude de la France. L'éolien terrestre est pas très accepté par les populations. L'éolien offshore, vous pouvez mettre des gros parcs très compacts, très loin des côtes, donc avec des vents réguliers et puissants, et ça permet d'avoir des taux d'efficacité de quasiment 40-45%. Alors bon, le nucléaire est à 80% quand ça marche, mais c'est quand même beaucoup. Donc oui, l'éolien offshore, il faut en faire. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit qu'il y en aurait 40 gigas. Donc en gros, 40 réacteurs nucléaires à horizon 2050. Donc c'est pas mal. Et sachant qu'au début, là on est au tout début. Tout début. Là, Merci beaucoup à tous les trois d'avoir débriefé la matinale avec moi ce matin.